pierres du Québec, dans l'environnement de Mme Rouleau, gémologiste, toujours. Puis, juste avant de parler des pierres, il y a un outil. C'est pas... Il y a des gens qui s'habitueront et qui auront vu des loupes comme celle-là. Par exemple, je faisais la référence tout à l'heure chez les Étienne. C'est pas la même chose? Non, c'est une loupe de plus grande précision. Parce que très souvent, on a des gens qui veulent voir de près les pierres. Alors, il y a soit la possibilité qu'ils font eux-mêmes le focus sur la pierre ou le bijou avec cette loupe-là. Là, je ne sais pas ce qu'on vous montre. Regarde, je fais le focus à droite un petit peu n'importe comment, mais ne serait-ce que pour que vous voyez quelque chose. Puis là, je le rapproche un petit peu. Est-ce que c'est comme ça a du bon sens? Je l'éloigne un peu. Alors, vous jugez de la qualité de la pierre? Tout à fait. Parce qu'en fait, le client doit comprendre qu'est-ce qu'il achète. Et je vous dirais que pour des pierres plus importantes, carrément, je dis au client, asseyez-vous à ma place et je vais vous aider à manipuler le microscope. OK, je fais des parenthèses. Là, je m'en vais dans n'importe quoi parce que c'est bien intéressant, puis je connais tout. Ça, je vais revenir tantôt. Je sais qu'elle a une facture spéciale, cette loupe-là. Microscope. Oui. C'est votre outil de base. Sans ça, vous n'êtes pas capable. Je ne peux pas travailler, définitivement. Oui. Sans microscope, un gémologiste ne peut rien faire. Parce que Mais pour le diamant seulement? Non, pour toutes les pierres. Ben oui, qu'est-ce qui fait... Comment on fait pour dire ceci est un rubis naturel ou ceci est un rubis synthétique? Il faut tout simplement regarder les inclusions. Et je dis tout simplement, mais en réalité, c'est beaucoup de formation. Et on a même des livres qui nous aident. On a des livres qui épais comme ça, là, où il y a seulement des photos d'inclusion. Aidez-moi, là. On est dans les termes de la pro, là, c'est sûr, là, mais inclusion, tâche? Non. Inclusion égale défaut de cristallisation. Ça veut dire que lors la lumière ne passe pas. Non, elle passe. Bon. Sauf qu'elle est déviée. Elle est légèrement déviée. Quand la pierre croît, hein, dans la nature, ça prend des millions d'années. Oui. Dans un creuset, quand c'est synthétique, ça prend des mois. Oui. Alors, il y a eu un changement dans la température ou dans la pression dans le sol, ce qui a fait qu'il y a eu un petit défaut de cristallisation. OK? Alors, comme dans l'émeraude, on parle du jardin de l'émeraude et c'est ce qui nous permet de savoir, de confirmer que la pierre est bel et bien naturelle. Alors ça, on ne peut pas voir ça dans notre soupe. On a besoin de s'aider et c'est carrément le microscope avec une lumière spéciale qu'on appelle un champ à fond noir, okay, où on voit par transparence les inclusions. Il sera puissant. Ah oui, ça il y a un zoom. Ah oui, ça grossit beaucoup, là. Ah oui, ça peut aller, celui-ci va jusqu'à 70x. Ça veut dire 70 fois. La pierre grossit. OK, je vous pose un truc. Oui. À côté, il y a ça, c'est une loupe frontale? Ça, c'est quoi? Non, mais ce que vous avez là, c'est une simple loupe frontale, effectivement. Mais ça, c'est une lampe à diamant pour me permettre de comprendre la couleur d'un diamant. Parce que ça aussi, ça joue. La couleur du diamant joue dans le prix aussi. Définitivement. Plus un diamant est blanc, plus il vaut cher. Alors, on a ce qu'on appelle des diamants témoins, OK? Ce qui n'est pas donné, je vous le dirais. Ah oui, ça, alors, je vais le brasser un peu pour qu'on voit bien. Regardez, ça, c'est des diamants témoins. Alors donc, on a un F, un G, un I, un K, un M. Et les autres pierres, là, c'est un peu... c'est différent, ça sera un petit peu plus long à expliquer si on veut. Alors moi, j'y vais par comparaison. Donc, je place la pierre témoin, OK? Et par le pavillon, hein, parce que la couleur va se concentrer dans le pavillon, ça veut dire dans la partie pointue du diamant. Alors moi, par comparaison, je vais pouvoir dire quelle est la couleur du diamant. On n'a pas l'impression que c'est aussi complexe que ça. Je vous dirais que dans un diamant 1 carat, ça veut dire 100 points, un grade peut faire facilement une différence, dans les très bonnes couleurs, là, peut faire une différence de 700-800 $. C'est incroyable. Ouais. Il y a des trucs, hein, je vous en montre, je m'approche un peu, je vous en montre quelques-uns, évidemment, c'est... Polariscope. Polariscope, ça servira à quoi? Polariser la lumière en filtre croisé. Je peux l'allumer? Oui, bien sûr. OK. On peut voir, à ce moment-là, si la pierre a un indice de réfraction ou 2 indices de réfraction. Parce que dans un cristal, la lumière voyage à 1 vitesse, 2 vitesses ou même 3 vitesses. Mais gardons 2 vitesses, ça va être plus simple. Alors, ça me permet de voir si la pierre, en tournant, si la pierre clignote, c'est-à-dire allume, éteint, ça me dit qu'il y a 2 indices de réfraction. Et ça m'amène à l'instrument d'à côté, c'est incroyable, ça n'a pas de bon sens. Un réfractomètre. Celui-là ici? Oui. Alors moi, je me sers... C'est-tu électrique, ça aussi? Alors, j'ai une lumière spéciale. Ah, regardez dans ça. OK, je me tasse, regardez, je me tasse, je fais exprès. Oui, il y a une lumière spéciale. Moi, je vais mettre
une petite goutte d'un liquide pour créer un contact optique. OK. Okay? Alors, j'en mets une toute petite goutte sur le réfractomètre. Je place la pierre dessus. Okay? Et ici, je m'avance et je vais pouvoir faire la lecture. Et en tournant le petit filtre, qui est amovible, okay, ça va me permettre de faire une lecture précise. Chaque minéral a un indice de réfraction particulier. Ça veut dire que j'ai un spinel qui est à 1,728. Hein? Alors, moi, je les connais par cœur. Ben okay? Je vais avoir un rubis qui va être à 1,7, autour de 1,76. Alors, ça nous permet vraiment d'identifier le minéral. Tout ça jouera sur le prix de la pièce en question. Effectivement. Tout ce dont on a parlé va faire en sorte que la facture au bout du compte sur la qualité de la pierre que vous aurez analysée, ça entrera en ligne de compte. Tout à fait. OK. Je veux faire une parenthèse, Oui. à ce que vous me dites. Oui. Parce que je les ai ici. Je ne peux pas, je savais que je tomberais dans le bout du bureau là, du travail. Puis ça. Les pierres du Québec. Oui. J'ai toujours entendu parler des diamants d'Amsterdam, puis etc., là, où il y a beaucoup de diamantaires là-bas, là, mais les mines d'Afrique du Sud et le reste. Est-ce qu'on fait une pauvre figure, le Québec, en regard de nos pierres à être, à un moment donné, portées en bijoux? Je vous dirais qu'on a au Québec, on le sait maintenant, une réserve de diamants au nord du Québec. Hein? Est-ce que ce sera des pierres en grande quantité? Ce qu'on sait, c'est que la qualité est intéressante. J'en ai vu déjà quelques-uns. J'ai des clients, une fois de temps en temps, qui m'en apportent. Ce que j'ai vu était de très, très bonne qualité. Ça, c'est pas du diamant. Pas du tout. Alors ça, c'est des pierres de couleur. Exemple, ça, c'est un grenat essonite qui vient de la mine Geffrey, dans la région de Lac-Mégantic. OK. Ici, c'est une gaspéite. Et on a les plus belles gaspéites au monde. Pas des agates, ça, là. Non, 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 non. Okay. Ça, c'est une agate de la Gaspésie. Mais ça, c'est vraiment une gaspéite. On a ici une pierre du lac Saint-Jean qu'on appelle une amazonite. Ici, c'est encore amazonite, mais de la région de Témiscamingue. C'est la famille des feldspaths, mais quand même, il ne faut pas s'étourdir avec ça. Et on a ici une pierre qui est peu connue. Ça s'appelle des eudialytes. Et ça vient aussi de la région pas très loin de la Gaspésie. Alors, c'est quand même beau, c'est des pierres rouges. Ce sont de belles pierres? Oui. Ce sont des pierres de valeur? Pas de très grande valeur. OK, parfait. Beau, mais pas... Le beau ne veut pas dire nécessairement très dispendieux. Vous avez raison, mais il n'y a pas de miracle. Okay. Je pense qu'à notre âge, on a compris qu'il n'y a pas de miracle. Ce qui fait la valeur d'une pierre, c'est beaucoup sa durabilité. Okay? C'est sa rareté et c'est la demande qu'il y a du marché. Alors, exemple, des pierres comme ça sont moins en demande que des rubis naturels de première qualité. Alors, ça vaut beaucoup moins cher, mais moins durable aussi. OK. Il n'y a pas de miracle. Bon. Fascinant. On retourne à l'avant. Oui. Puis on continue. Je ne reviens pas comment c'est complexe tout ça. Française, regardez le détail du travail, c'est de l'ordre du carat. Bien sûr. Petite perle? Oui, perles fines, parce qu'à l'époque, les perles de culture n'étaient pas encore connues. Ce qui fait qu'on n'est pas, vous avez vu comment on travaille, puis l'instrumentation, puis tout ce qui permet à Mme Rouleau de savoir si une pierre vaut la peine, puis ce qu'elle vaudra, puis tout ça, mais vous êtes perles fines, puis c'est le jeu, ça. Pierre précieuse, semi-précieuse, on dit pierre fine et tout ça. Il y a tout un langage, il y a tout un discours, là. Oui, parce qu'en fait, pierre précieuse, en principe, il y a 4 pierres précieuses. Le diamant, rubis, saphir, émeraude. Ça, c'est les pierres précieuses. Okay. Et pourquoi on dit précieuses? Ce sont des pierres qui ont une grande durabilité et qui ont une certaine rareté. Quand on dit pierre, vous disiez semi-précieuse, ça a l'air à moitié précieuse. C'est une traduction de semi-precious. Okay. En réalité, on doit dire des pierres fines, qui sont toutes les autres. Les tourmalines, les péridots, toutes les pierres de couleur. Mais je vous dirais qu'il y a certaines pierres fines qui valent de grande qualité, qui valent beaucoup plus cher. Une très belle tanzanite
peut facilement valoir beaucoup plus cher qu'un rubis de mauvaise qualité. Alors, ça n'a pas rapport avec le prix, là. Précieuses et pierres fines, là. Alors, il y a des pierres fines qui valent beaucoup plus cher que certaines pierres précieuses. Puis, parenthèse, je parle vraiment, parce qu'on est dans une période, des gens voyagent peut-être. Il ne faut pas croire qu'on s'en va dans un endroit où, manifestement, un extrait de l'émeraude ou un extrait du diamant, pour penser qu'on puisse acheter là-bas à prix réduit des pièces qui seront nécessairement de qualité. Ça, vous devez en voir des gens qui sont allés faire un tour en Colombie, qui reviennent avec le diamant, le collier d'émeraude, mais ça ressemble plus à du fond de bouteille de boisson gazeuse. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. J'ai une anecdote là-dessus. Un jour, quelqu'un est revenu avec deux pierres, deux émeraudes. Une était pour son épouse et l'autre était pour une grande amie. Oui. Okay. Et la pierre la plus belle visuellement est celle qu'il a offerte à sa femme, mais elle était synthétique. Et finalement, la grande amie a eu la pierre naturelle. Et ça n'était pas rendu compte? Ben non, il ne savait pas. Il ne savait pas. Hey, je vais revenir là-dessus parce que ça fait aussi partie des fonctions. J'ai quelque chose, puis je doute, j'ai quelque chose que je vais évaluer en succession, par exemple. C'est vous que je viendrai voir pour dire, pouvez-vous m'aider à comprendre ce que j'ai entre les mains, puisque ça vaut ça. Je ne pourrai que passer que par vous. C'est qu'en fait, les gens, oui, veulent savoir. Je reçois des gens ici régulièrement qui veulent savoir combien valent les bijoux qu'ils ont acquis il y a plusieurs années ou dont ils viennent d'hériter. Des fois, on a des surprises extraordinaires et des fois, il y a des grandes déceptions. Oui. J'ai évalué dernièrement un collier de perles pour une dame qui venait d'hériter de ça, de sa grand-mère, qui avait toujours dit, je vais mettre mon collier de perles pour Pâques ou pour Noël. Finalement, c'était une imitation. Ah, mais la valeur sentimentale était là. C'est que derrière les bijoux, il y a la valeur financière, mais il y a la valeur sentimentale qu'il ne faut pas oublier. Auquel il faut attacher de l'importance. Qu'est-ce que c'est votre fondation, ma chère Mme Rouleau? En fait, on a créé à la boîte à bijoux un programme pour aider les fondations visant la santé humaine. On travaille avec la Société Alzheimer, la Fondation québécoise du cancer, les fondations d'hôpitaux, la Maison Michel Sarrazin ici à Québec. Ça veut dire que supposons que vous avez un bijou dont vous avez hérité et vous savez que vous ne le porterez pas. Vous pouvez choisir de venir le vendre à la boîte à bijoux et le montant de la vente va être remis à la Fondation. Donc, vous recevrez un reçu pour don de charité, pas pour la valeur que ça vaudrait neuf, là, multiplié par 3, là, pour la valeur marchande réelle du bijou. Ça émane de vous, ça, c'est une idée. Définitivement. C'est qu'en fait, on a des gens qui disent la Fondation québécoise du cancer nous a aidés lorsque ma mère a été très malade et tout. On n'a pas d'argent liquide, mais on a une vieille bague qu'on ne veut pas personne, puis que ça pourrait aider la Fondation québécoise du cancer. Alors, les gens, donc, viennent nous porter ça et on s'occupe de la vente. D'ailleurs, les numéros apparaissent à l'écran et tout ça de votre commerce et le reste. Il me reste 1 minute à peu près. Ça va hyper vite. Est-ce que c'est de l'investissement, des pierres précieuses? Parce que les gens disent, moi, je vais investir, regarde, c'est sûr, ça ne perdra pas de valeur. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, si vous achetez une pierre 1000 $, vous venez me la vendre 1 an après. Je ne peux pas la vendre 1000 $, parce qu'elle vaut 9000 $. Donc, il faut donner à quelqu'un une raison de l'acheter usagé. Là, je vous parle de bijoux récents. Mais votre grand-père a acheté, en 1930, une bague à votre mère, 200 $. Elle est très, très bien conservée en platine avec un diamant de bonne qualité. Elle vaut peut-être 3000 $. Alors, sur une longue période de temps, oui. Et ce qui fera qu'elle aura davantage de valeur, ce sera sa monture ou la pierre? La pierre, mais aussi le style du bijou et la conservation du bijou. Si le bijou est en très, très bon état, beaucoup de gens vont être intéressés à l'acheter. Si le bijou doit être restauré, bien, des fois, c'est un investissement qui vaut la peine et des fois pas. Et c'est de là que vient ma formation pour les bijoux anciens. Il ne me reste plus de temps, je pense que j'ai fait... j'aurais continué comme ça longtemps. Merci beaucoup, Mme Rouleau. Ça a été d'abord extrêmement intéressant et enrichissant. C'est le cas de le dire à nous ici, de belles pièces. Ça s'appelle la boîte à bijoux, puis mon Dieu qu'on en a appris. Pensez-vous que c'était complexe comme ça, que les pierres précieuses et fines? À une prochaine de son invitation.